bienvenue sur la panafricaine et comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission, le débrief sur Médian. Le Mali, le Burkina et le Niger ont porté sur les fonds baptismaux l'Alliance des États du Sahel. Ces trois pays qui ont une frontière commune sont tous dirigés par des autorités militaires de transition. Cette alliance, régie par un texte de 17 articles, dénommé Charte du Liptako-Gourma, a pour objectif d'établir une architecture de défense pour mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Quels enjeux de cette nouvelle alliance dans la zone du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, pourrait-elle constituer une menace pour la CEDEAO? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, il sera question de parler de l'Union africaine qui est désormais membre à part entière du groupe du G20, le groupe des 19 plus grandes puissances mondiales, plus l'Union européenne. C'est à l'issue du sommet de l'organisation tenu à New Delhi en Inde. Cette intégration de l'organisation continentale africaine coïncide avec l'adhésion de deux nouveaux pays africains au BRICS. Il s'agit de l'Égypte et de l'Éthiopie et également face à l'avancée de la Russie, de l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique. Que signifie cette adhésion de l'UA comme membre à part entière du G20? Comment cette place du G20 pourrait permettre de mieux porter la voix de l'Afrique sur les questions liées au changement climatique, à la finance mondiale et au commerce international? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, Monsieur Denis Ndour, vous êtes spécialiste en droits humains et professeur également en sciences sociales. Merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois à notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir. Plaisir toujours partagé. En face de vous, Monsieur Dr Latir Tine, vous êtes chercheur en paix et sécurité. Merci également, docteur, d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et d'abord, quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette nouvelle alliance appelée Alliance du Sahel qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina? Trois pays sous transition, je le rappelle. Trois pays sous transition, donc une nouvelle alliance qui regroupe ces trois pays qu'on appelle l'Alliance du Liptako-Gourma. En fait, ma première lecture est l'initiative. Je pense que c'est une très belle initiative. Je pense que c'est la première fois, donc depuis une dizaine d'années, depuis qu'on fait face à cette crise sécuritaire au Sahel, que des États du Sahel décident de prendre les choses en main pour créer une alliance comme ça. Parce que si on le compare un peu au G5 Sahel, c'est une G5 Sahel qui a été mise en place par la France. Donc c'est la France qui était la pièce maîtresse de cette organisation. Aujourd'hui, c'est des initiatives africaines mises en place par des Africains qui seront développées par des Africains. Maintenant, il y a beaucoup de défis maintenant qui sont en face de la création de cette alliance-là. Le premier, c'est l'opérationnalité. Déjà, c'est l'alliance du Liptako-Gourma. Et actuellement, je pense que chacun de ces trois pays-là a des défis qui lui sont propres. Et je pense que c'est une bonne chose donc, déjà parce que en fait, la lutte contre le terrorisme ne peut se faire individuellement par des États. Je pense que c'est en allant vers donc, des alliances, des regroupements d'États comme ça qu'on peut lutter contre l'insécurité, notamment le terrorisme. Mais maintenant, on fait face maintenant à des facteurs maintenant qui pourront avoir maintenant une influence sur ça. C'est déjà l'opérationnalité. Chacun a ses propres défis personnels. Donc, vouloir faire face à des défis qui sont propres dans son pays et faire face aussi à d'autres défis que l'on partage avec d'autres pays, déjà, c'est pas si facile que ça. Si on prend l'exemple du Burkina, par exemple, toute la partie nord du pays est occupée pratiquement par des groupes armés. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est qui va financer cette opération-là. Ça, c'est une chose. Mais pour le financement, la charte, en tout cas, le texte a prévu aujourd'hui que ce sont les États partis qui financent aujourd'hui, en tout cas qui apportent les ressources financières de l'organisation. Ça, c'est déjà une bonne chose. Une bonne chose dans la mesure où on ne pourrait pas parler d'influence d'autres pays dans la mesure où c'est les États même qui financent cette alliance-là. Mais il faut comprendre aussi que ces États aussi font face à des défis liés à l'économie. Ça veut dire que est-ce que ces États-là sont assez équipés en matière de logistique, en matière d'armement pour pouvoir faire face aux terroristes? Je rappelle juste une chose, l'opération Barkhane coûtait à la France 1 milliard d'euros par an. Est-ce que vous pensez que ces États ont la possibilité de financer un groupe terroriste, une alliance qui peut leur coûter ne serait-ce que 500 000 euros par an? Donc c'est très difficile. Et ce qui va se passer maintenant, vous allez voir des États qui vont se positionner pour un peu apporter de l'aide à ces pays-là. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis qui vont maintenant vouloir apporter de l'aide, ne serait-ce qu'en termes d'armement à ces pays-là. Maintenant, c'est à ce moment-là que va commencer maintenant une influence qui va en donner une autre étiquette à cette alliance. Et par rapport à ce point
point que Latir vient de soulever, M. Ndour. Aujourd'hui, on a vu dans ces 3 pays également, au-delà d'être des transitions, ces 3 pays qui ont autre chose également en partage, ces 3 pays aujourd'hui où les relations sont tendues, que ce soit les relations diplomatiques, comme les accords militaires aujourd'hui avec la France sont remis en cause. Face à cette situation-là et ces jeux d'influence qui risquent de se jouer, est-ce qu'on ne risque pas d'assister aujourd'hui au départ de la France et à l'arrivée de nouveaux parrains aujourd'hui étrangers? Oui, on peut s'attendre à cela. Mais moi, je commencerai d'abord par mettre en exergue l'aspect symbolique de cette alliance qui, si vous voulez, ne serait-ce que l'appellation de la charte Liptako-Gourma, qui renvoie aussi à un aspect culturel, parce que l'espace, cet endroit même qui regroupe les 3 pays, en tout cas sur le plan frontalier, est un endroit symbolique. Un endroit symbolique qui rappelle non seulement l'aspect culturel, mais qui rappelle que c'est un endroit où ils partagent beaucoup de richesses sur le plan agropastoral, mais également sur le plan des ressources minières. Et donc, de ce point de vue-là, ce qui les regroupe, c'est, comme disait l'adage, qui se ressemble, s'assemble. Donc, pour moi, c'est naturel d'abord. Et ce qu'il faut saluer encore, c'est une initiative, disons, endogène. On a l'habitude de dire on veut juste copier les Occidentaux. Ils ont créé leur Union européenne, nous allons créer notre Union africaine. Ils ont créé ceci, on va créer cela. Alors, si l'Afrique, de plus en plus, est en train de peser sur l'échiquier mondial, en tout cas du point de vue des enjeux économiques futurs, mais c'est normal que, voilà, qu'ils puissent prendre cet aspect-là. Mais aussi, le fait que ces pays-là sont indexés au niveau international du fait de ne pas respecter, si vous voulez, la démocratie normale, entre guillemets, puisque c'est des militaires qui sont venus au pouvoir à travers des coups d'État, ils vont aussi se donner la main pour pouvoir légitimer justement cet aspect-là. Et on reste sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est le fait que ce soit des initiatives endogènes. Aujourd'hui, ces 3 pays, ce qu'ils soulèvent, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça va leur permettre de lutter contre le terrorisme, au-delà même de leurs frontières à elles seules, des frontières maliennes, nigériennes et tout, mais au-delà de leurs frontières et aussi contre la criminalité transfrontalière. D'autres aujourd'hui observateurs, ils voient une façon pour ces autorités militaires en place d'assurer d'être un groupe d'autodéfense en quelque sorte, puisque avec la menace d'intervention de la CEDEAO au Niger, chacun de ces 2 pays avait déjà annoncé qu'une agression contre le Niger serait une agression contre eux également. Selon vous, quels sont les enjeux aujourd'hui de cette alliance? Absolument, les enjeux sont multiples. Je pense que les Occidentaux ne vont pas juste rester silencieux en regardant ainsi. Évidemment, chacun va essayer d'offrir quelque chose, mais ce qu'ils offrent, même si c'est en termes d'armement, de logistique, c'est pas juste offrir pour offrir, c'est pour après, en retour, revenir puiser justement de ces ressources minières dont je parlais tout à l'heure. Et vous savez, dans même la manière de fonctionner dans ce lieu précis, il faut reconnaître que c'était depuis 1809 qu'il y avait l'émir. Et donc, c'est un émirat qui fait que on ne peut pas... Voilà, du Liptako. Donc, pour dire qu'on ne peut pas juste venir transformer ça en termes d'institutions comme on connaît au niveau de l'Union africaine ou de l'Union européenne. Donc, vraiment, il y aura des enjeux géostratégiques, géopolitiques qui feront que ce soit la Russie, que ce soit même l'Inde qu'on ne cite pas, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, ils vont essayer chacun de se précipiter pour dire, écoutez, je suis avec vous, mais au retour, voilà ce que l'on attend. Et par rapport à cela, je pense que l'Afrique aujourd'hui doit se dire, et c'est un clin d'œil pour l'Afrique de l'Ouest, parce que ce qui se passe dans ces 3 pays ne peut pas laisser indifférent le Tchad, ni la Mauritanie, ni le Bénin, qui est maintenant menacé d'une de ces parties de ces frontières. Et donc, qui fait que c'est un appel. Et d'ailleurs, eux, ils ont dit qu'ils s'ouvrent
à tout pays qui veut venir les rejoindre. Et donc, de ce point de vue-là... Nous reviendrons tout à l'heure sur cette ouverture aujourd'hui de l'Alliance et des possibilités d'autres pays à intégrer cette alliance-là. Je rappelle que la zone du Liptako-Gourma, encore appelée la zone des trois frontières, est une zone qui réunit en tout cas au niveau de laquelle ces trois pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina ont une frontière commune. Et Latir, j'en viens à vous. Pour la CEDEAO aujourd'hui, est-ce que l'AES pourrait constituer aujourd'hui une menace pour l'instant sous-régionale? En fait, si vous lisez la charte, donc je pense que de l'article 5 à l'article 7, il ne parle pratiquement qu'à la CEDEAO. Je pense que c'est une instance qui va vers un remplacement de ce qui est à la CEDEAO. Parce que en fait, sur le plan juridique et sur le plan organisationnel, ils sont à l'opposé de ce que dit la CEDEAO. Ça veut dire qu'ils disent qu'on ne peut pas attaquer un pays qui est membre de cette alliance-là, ce que la CEDEAO ne fait pas. On ne peut pas avoir des sanctions auprès, que ce soit économique ou de d'autres natures que ce soit, envers ces pays-là qui sont membres de cette alliance-là. Toute décision qui doit être prise au sein de l'alliance doit être prise de manière consensuelle. Entre les trois États. Ça veut dire que ça va à l'opposé de ce que dit la CEDEAO. Et mieux encore, je pense que quand la CEDEAO a menacé d'attaquer le Niger, le Mali et le Burkina avaient ouvertement dit que si vous attaquez le Niger, c'est comme si vous aviez attaqué nos pays-là. Ça, il n'y avait pas une base juridique. Mais à travers cette alliance-là, maintenant, il y a une base juridique, c'est ça. Parce qu'ils avant même l'alliance au niveau pays, chacun avait essayé cette base juridique avec des lois qui étaient passées par les CNT et des décrets signés par les présidents de transition. Voilà, maintenant, c'est une loi qui concerne les trois pays qui ont signé à l'unanimité. Ça veut dire que dans la charte, ils disent que toute attaque à l'une des pays sera considérée comme une attaque à l'ensemble des trois pays. Donc ici, vous voyez qu'ils sont vraiment à l'encontre de un peu la CEDEAO. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est que c'est des transitions. C'est des transitions qui vont bientôt finir. Maintenant, à la fin des transitions, il y aura peut-être des gouvernements élus qui seront à la tête de ces pays-là. Maintenant, est-ce que maintenant la charte va survivre donc, à ces transitions-là? Maintenant, c'est là où ce problème se pose. Parce que ces gouvernements-là qui seront élus, démocratiquement, entre guillemets, vont adhérer à la CEDEAO. Et ne peuvent pas adhérer à la CEDEAO, adhérer à la fois, parce que en fait, ce que dit la CEDEAO est diamétralement opposé à ce que dit la charte. Aujourd'hui, dans ces pays, à part le Mali qui a déjà adopté sa constitution, dans ces pays également, il est attendu de ses pouvoirs de transition l'adoption de nouvelles constitutions. À moins qu'aujourd'hui, dans les nouvelles constitutions qui seront aujourd'hui adoptées dans ces pays, que les questions concernant cette charte soient prises en compte aujourd'hui dans ces constitutions. Maintenant, si vous prenez en compte la charte et que vous prenez en compte la CEDEAO, alors que la charte et la CEDEAO ne disent pas la même chose, il y a un problème qui se pose déjà. Donc c'est là où maintenant se trouve le problème. Moi, je pense que c'est une belle initiative. Je ne pense qu'on ne peut pas, aucun État en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, je pense qu'en fait, ici, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut définitivement lutter contre l'insécurité pour une bonne fois pour toutes, notamment le terrorisme. Ça a commencé à la fin des années 2000 et 2009, 2010. 2011, c'était le Nord Mali. Après 2015, 2016, soit 2018, 2020, c'était le bassin du lac Tchad. Apparemment, aussi, l'épicentre de l'insécurité aujourd'hui, c'est le bassin du lac Tchad, c'est le Liptako-Gourma. Maintenant, je pense que c'est jusque dans les pays aujourd'hui du Golfe de Guinée. Exactement. Maintenant, la destination future, c'est les pays côtiers. Donc maintenant, il faut essayer de prendre des mesures dès à présent. La CEDEAO, ils ont un projet d'avoir une armée pour lutter contre tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est terrorisme, mais jusqu'à présent, sur le plan opérationnel, rien n'a été fait. Au moins, ils ont pris les devants. Ils ont fait quelque chose. Maintenant, on va savoir si vraiment donc, cette alliance va survivre. C'est ça le véritable défi. Et Denis, par rapport à cette alliance-là aujourd'hui, quel impact également dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, puisque ça fait partie de leur objectif principal en tout cas, c'est-à-dire de lutter contre le terrorisme dans ces trois pays et la criminalité transfrontalière? Alors, ce ne sera pas facile, bien entendu, parce que cela demande beaucoup d'alliances en termes de renseignements généraux, etc. Parce que si quelqu'un est foutu de trouble... Le partage de renseignements est pris en compte également par ces trois-là. Le partage de renseignements entre eux est déjà pris à part. Ces pays-là aussi travaillent avec des partenaires étrangers comme la Russie et d'autres partenaires qui les aident aussi sur cette question des renseignements. C'est ça. Donc au-delà même du fait que ce soit entre eux trois, il faudrait également tisser des relations avec d'autres qui sont autour. Parce que sinon, on peut avoir quelqu'un qui va échapper pour se cacher au Bénin ou au Tchad ou en Mauritanie. Et on se dit, bon, voilà, il ne fait pas partie de l'Alliance, donc voilà, on perd quelque chose. Mais je pense que
c'est un combat de longue haleine. C'est pas voilà, une chose qu'on peut régler tout de suite parce qu'on a signé sur papier, qu'on a l'alliance. Évidemment, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est des gouvernements de transition. Et ces gouvernements de transition doivent être normalement remplacés par ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel rétabli. Et de ce point de vue-là, la question de la CEDEAO va se poser encore. Mais pour moi, c'est un appel pour dire à la CEDEAO, il faut revoir les textes. Il ne faudrait pas créer une institution pour juste faire du mimétisme, mais il faut créer une institution en prenant en compte les réalités culturelles, politiques, socio-économiques de nos peuples. Et c'est là où le langage, voilà, CEDEAO des peuples, CEDEAO, l'Union africaine des peuples, c'est ça. Il faudrait que ce soit quelque chose qui, au-delà des institutions, sur le plan papier, juridique, que ce soit une réalité. Et donc, je pense qu'ils peuvent très bien réussir cela si, dans leur intégration, effectivement, ils collaborent avec ceux qui ne sont pas, ne pas dire oui, c'est un membre de la CEDEAO, il n'est pas de l'Alliance, donc ce n'est pas mon problème. Non, plutôt, on ne sait jamais, peut-être que demain, la CEDEAO peut même venir pour dire comment pouvons-nous faire une certaine jonction. Et même par c'est possible. Par rapport à cette question d'intégration, même la CEDEAO comme l'Union africaine, surtout la CEDEAO, sont souvent taxés aujourd'hui d'organisation des chefs d'État plutôt qu'aujourd'hui d'organisation de ces peuples-là, puisque ces peuples ne semblent ne pas s'y retrouver ou bien ne pas se retrouver dans leurs décisions. Et aux articles 5 et 8 de la charte du Liptako Gourma, ces articles-là aujourd'hui permettent à chaque parti de chasser ou de combattre des rebelles et terroristes qui cherchent refuge sur son territoire. C'est-à-dire, quel que soit le territoire des trois dans lequel aujourd'hui ces rebelles ou groupes terroristes cherchent refuge, la charte leur permet aujourd'hui d'aller les combattre au-delà de leurs frontières. Et face à la relation tendue qu'on note aujourd'hui au Mali entre la coordination des mouvements de l'Azawad et également les autorités de transition, est-ce que cette alliance ne risque pas de donner une nouvelle tournure aujourd'hui au Nord Mali avec la situation qui s'y passe et la relation tendue entre la CMA et les autorités de transition? En tout cas, il y a des risques. Il y a des risques parce que, vous savez, moi, je ne peux pas avoir un problème interne dans ma famille et que vous me demandez de régler un problème du quartier, alors que tout le monde sait le problème qui se trouve dans ma famille. Alors, donc, ça veut dire tout simplement que c'est un appel de pied aussi pour que ces pays-là puissent faire quelque chose au niveau interne. Bien entendu, nous, on a connu ça aussi avec le Sénégal, à l'époque où la rébellion en Casamance était beaucoup plus, en tout cas, en exergue, avec la Guinée-Bissau, avec la Gambie. Mais justement, cette collaboration-là nous a permis justement de revenir à une paix beaucoup plus, en tout cas, magnifiée. Mais je pense que de leur côté aussi, à travers l'Alliance, il va falloir que les problèmes internes soient réglés. Et c'est de ce point de vue-là qu'on dira que le travail qu'on veut faire ensemble n'est pas zappé parce qu'il y a quelqu'un qui veut saboter dès l'instant où il n'y a pas, voilà, avec ces mouvements qui sont au nord du Mali. Je pense que c'est un problème interne qu'il faut absolument régler, même si c'est avec l'aide de ces deux pays-là. Et Latir, pour la question, sur cette même question, c'est-à-dire les deux articles 5 et 8, comment est-ce que ces deux articles également peuvent contribuer au renforcement aujourd'hui de la sécurité des populations de cette zone des trois frontières-là? Puisque ça permet, ce sont deux articles qui permettent aujourd'hui à chacune de leurs armées de pouvoir se déplacer de part et d'autre pour venir en aide à un pays qui fait face soit aussi à un problème aujourd'hui de la menace de l'intégrité de son territoire, donc une rébellion séparatiste par exemple, ou bien même face à la menace terroriste. En fait, la particularité du terrorisme, c'est qu'ils n'ont pas une frontière à respecter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de frontières, ils ne connaissent pas les frontières. Ça veut dire que leurs guerres ne sont pas limitées par les frontières. Ils occupent des zones. Les zones peuvent, comme le Liptako Gourma, c'est un exemple. Le bassin du lac Tchad est un exemple. Donc, en fait, Boko Haram faisait ses attaques au Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria. De sorte qu'au niveau de Liptako Gourma, les groupes terroristes qui sont là, le TINIF principalement, les attaques se font au niveau des trois pays-là, pour dire qu'ils ne respectent pas les frontières. Maintenant, si dans ce contexte de guerre asymétrique, vous voulez qu'un État face à ces groupes armés-là, ce serait impossible. Dans la mesure où ils ont tous des zones de repli. Ils ont toujours des terrains où ils peuvent... maintenant, si par exemple l'armée n'a pas de possibilité de poursuite dans ces territoires-là,
il va juste s'arrêter au niveau de sa frontière. Alors que l'autre territoire peut servir de zone de repli à ces groupes armés-là. Je pense que c'est la raison pour laquelle je disais, parfois il faut des alliances comme ça. Il faut, je pense, unir les forces pour avoir beaucoup plus d'impact sur les terroristes. Maintenant, d'où l'importance d'avoir cette alliance-là, d'où l'importance d'avoir cette possibilité-là à un pays, d'avoir donc la possibilité de poursuivre des terroristes dans d'autres territoires, vers d'autres territoires. Il faut juste rappeler que je peux prendre exemple la force internationale mixte donc, qui a été mise en place au niveau du bassin du lac Tchad. Le Niger en fait partie. Le Tchad en fait partie. Tous les pays qui composent le bassin du lac Tchad avaient maintenant la possibilité d'avoir une poursuite vers d'autres territoires. Donc si vraiment il y a eu une menace du terrorisme qui se passe dans ces zones-là. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis que ça c'est une bonne chose, l'alliance c'est une bonne chose. Et s'il n'y avait pas ces articles-là qui permettaient à un pays de ne pas avoir le droit de poursuite de groupes armés dans d'autres pays, je pense que l'alliance aurait des limites. Donc je pense que c'est ça qui fait au moins qu'il puisse faire qu'il faut avoir plus d'impact sur vraiment les groupes armés. Et sur ce point-là, M. Ndour, vous parliez tout à l'heure de l'ouverture. Déjà, l'alliance aujourd'hui n'est pas fermée, c'est une alliance aujourd'hui qui reste ouverte à d'autres pays qui partagent les mêmes réalités géographiques et même sécuritaires ou politiques que les membres, les États partis aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait à court, voire même à moyen terme, voir d'autres pays aujourd'hui du Sahel, que ce soit des pays comme la Mauritanie ou bien comme le Tchad ou même d'autres pays ouest-africains, des ouest-africains être soit membres de l'Alliance ou bien même partenaires aujourd'hui de l'Alliance, comme c'est le cas avec la CEDEAO, ou d'autres pays non membres de la région ouest-africaine sont partenaires avec la CEDEAO? Alors, il faut reconnaître qu'au-delà même du terrorisme, puisque c'est ça qui est le point fondamental, en tout cas central, qui les a motivés, nous savons tous que le terrorisme, personne n'échappe à cela, que ce soit pays du G20, que ce soit... Tout le monde a peur du terrorisme partout dans le monde. Et la preuve, les États-Unis, depuis 9/11, ils ont changé leur politique étrangère pour que, voilà, le terrorisme, pour faire face au terrorisme. Et donc, moi, je me dis que même au-delà du terrorisme, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de naître en Afrique. C'est le mouvement de révolution contre l'emprise coloniale. Aujourd'hui, voilà, on entend voilà, que les bases françaises militaires doivent quitter l'Afrique. Et vous voyez, ça aussi, c'est des liens qui font que, au-delà du terrorisme, ce qui peut amener d'autres pays à adhérer à cette alliance-là, c'est justement cet esprit d'appartenance, du fait que ils ont le sens du belonging, qu'on est africain, on est fier de souveraineté qui est en train de prendre de l'ampleur à travers les écrits de beaucoup de penseurs africains, à travers le mouvement dans les réseaux sociaux, dans les think tanks créés ça et là, des réseaux, des sociétés civiles, des jeunes, des étudiants, qui font qu'on arrive à un moment où évidemment, nous unir devient une nécessité et ça devient obligatoire. C'est-à-dire on doit s'unir pour survivre. Aujourd'hui, le monde entier, je pense que ce sera la deuxième partie, le monde entier regarde l'Afrique. Pourquoi le monde entier regarde l'Afrique et pense que l'Afrique a son mot à dire sur ce qui se passe au niveau mondial? C'est parce que l'Afrique est l'avenir du monde. Une question qui sera débattue tout à l'heure, et il a dit tout à l'heure, s'unir pour survivre, et ces trois pays aujourd'hui qui constituent l'Alliance ne comptent pas seulement s'unir sur le plan sécuritaire, mais cela va au-delà. L'aspect économique est également pris en compte puisqu'ils ont exprimé aujourd'hui leur volonté de promouvoir l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique. Cette position ne risque-t-elle pas d'impacter à moyen, voire même à long terme aujourd'hui, les questions sur la création aujourd'hui de nouvelles institutions monétaires ou bien même de nouvelles institutions financières dans la zone Sahel? En fait, je pense qu'il y a deux choses qui ont motivé cette décision-là. La première, c'est la décision de la CEDEAO envers ces pays qui sont touchés par les coups d'État. La première décision à prendre par la CEDEAO, c'est les sanctions économiques. Et ça a de l'effet sur ces États-là. Ça, c'est la première chose, je pense que ça leur a servi de leçon. La deuxième chose, c'est l'aide au développement des pays européens, notamment de la France. La France a coupé toute aide au développement destinée au Mali, au Niger et au Burkina il y a quelques temps. Donc, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas que compter sur les autres. Il va falloir maintenant qu'on essaie de voir comment compter sur nous-mêmes. Je crois que ça a influé maintenant cette décision-là. En fait, si l'Alliance se limitait seulement sur le plan
politique et sur le plan militaire, je crois qu'il y aurait une limite. Je pense que le fait d'aller au-delà même de ces aspects-là et d'inclure l'aspect économique aussi, c'est important. Par rapport à l'aspect économique aujourd'hui, quel impact cela pourrait avoir aussi sur une autre institution sous-régionale qui est l'UEMOA? En fait, l'UEMOA, le problème de l'UEMOA, c'est qu'ils sont un peu trop manipulés par la CEDEAO. Même il y a des décisions de la CEDEAO qui sont des décisions abusives, mais auxquelles l'UEMOA se plie dans la mesure où c'est ces pays-là qui sont aussi, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont les pays un peu qui manipulent la CEDEAO quand les décisions sont prises par la CEDEAO, manipulent l'UEMOA quand les décisions sont prises par la CEDEAO. Maintenant, pour échapper à cela, ils vont essayer de voir quel est le mécanisme qu'on doit mettre en place, de sorte que si demain il arrive des choses comme ça, qu'on puisse survivre entre nous-mêmes, essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'épauler pour survivre. Je rends juste l'exemple. Quand on a suspendu tous les vols, donc venant du Niger, le Burkina, Air Burkina a continué à ses vols. Si Mali avait une compagnie aérienne, Mali allait continuer ses vols. Et le Burkina également, à la suite des sanctions financières et économiques, le capitaine Traoré avait envoyé à peu près 300 camions aujourd'hui chargés de vivre au peuple du Niger pour leur venir en aide pour faire face à cette situation. C'est la fin de cette première partie du débrief. En seconde partie, il sera question de parler de l'intégration de l'Union africaine comme membre à part entière du G20. Ce sera la thématique qui sera débattue en seconde partie d'émission. De retour sur ce plateau de Médian pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Denis Ndour, dites-moi, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de cette adhésion de l'Union africaine comme membre à part entière du groupe des 20, des 19 pays plus grands de puissance mondiale, plus l'Union européenne? Alors, sur la forme, si on regarde, si on dit que voilà, nous avons l'Union africaine qui est une grande institution pour représenter le continent, on regarde l'Europe avec l'Union européenne et bien entendu sur la forme, si l'Union européenne est membre, ça veut dire que l'Union africaine aussi doit être membre pour réparer justice, comme disait notre cher président. Mais au-delà, je pense que ce qui est plus important, c'est de dire qu'est-ce que l'Union africaine gagne en étant membre du G20 et qu'est-ce que le G20 gagne en retour, puisque on se rappelle que d'abord, c'est des rencontres ou des alliances ou un regroupement où on parle souvent de droit de veto. Alors parfois on est un figurant. Aujourd'hui même pour le Conseil de sécurité des Nations Unies, combien de fois l'Afrique n'a pas crié pour dire nous méritons d'avoir plusieurs membres au niveau du Conseil de sécurité. Et je pense au G20 déjà, selon vous, qu'est-ce que les deux parties y gagnent, à savoir l'Union africaine et les G20? Pour moi de façon visible, le G20 a beaucoup à gagner dans la mesure où on sait ce qui se passe avec le marché du continent. On a dit que rien que l'année dernière, l'Inde a pu réaliser 98 milliards voilà, en termes de trucs commerciaux et la Chine plus de 282 milliards et donc de dollars. Donc ça, rien que ça motiverait les pays du G20 à dire ok, ce serait bien d'avoir des alliances avec l'Union africaine pour capturer des marchés puisque et au-delà de cela, parlons de l'énergie. On dit 60% de l'énergie est détenue par le continent africain. Alors tout ça, pour moi, c'est d'abord, pour moi, le G20 est en train de dormir l'œil. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, écoute, il y a les BRICS qui sont à côté, hein, et que si l'Afrique du Sud en fait partie et qu'on s'ouvre pour amener encore 2 autres pays africains, ben, le G20 peut être plus ou moins marginalisé par rapport aux intérêts qu'ils peuvent avoir en Afrique et dans le continent. Et donc, pour moi, je dirais que le G20 a plus à gagner. Maintenant, l'Union africaine, sa position doit montrer autre chose. Sa position doit montrer que nous passons au stade d'un continent objet à un continent acteur. Et de ce point de vue-là, pour être un continent acteur, c'est que dans la négociation, ben, il faut frapper sur la table quand il le faut. C'est quoi frapper sur la table quand il le faut? C'est pas de venir au sommet du G20 pour faire des réclamations, pleurnicher, etc. Non, c'est de dire et de convaincre les 55 États qui sont membres de l'Union africaine
de dire en termes de relations bilatérales avec les pays occidentaux, en tout cas membres du G20, voilà comment il faut procéder. Voilà où se trouvent nos intérêts à nous en tant que continent, voilà comment il faut le faire, et voilà ce qu'il faut refuser, et voilà ce qu'il faut accepter pour montrer un donnant-donnant. Sinon, on sera sur cette table comme des figurants. Sur le plan macro, on verra, puisque de toute façon, le G20, d'abord, c'est une question macroéconomique. Maintenant, ils ont poussé, on parle de développement durable, on parle de changement climatique, on parle de beaucoup de choses. Points qui intéressent beaucoup également le continent africain. Et comment l'attire pourrait-on arriver à cela? Comment aujourd'hui l'instance continentale pourrait arriver à mieux faire entendre aujourd'hui cette voix des pays africains au sein de cette organisation qui est le G20 en tant que membre à part entière désormais? En fait, moi, ce que je magnifie déjà sur l'intégration de l'Union africaine au G20, c'est que l'Afrique n'est plus objet, mais il est acteur. Ça veut dire que c'est des instances où on discutait des questions africaines sans les Africains. Maintenant, l'Afrique sera assise autour de la table pour prendre en compte donc, les questions africaines. Ça, c'est déjà une chose positive. Et sur la question aujourd'hui de cette volonté ou bien de cette nécessité, en tout cas, de parler d'une seule voix, lors de ce sommet tenu à New Delhi, on a constaté qu'à côté de l'Union africaine, un autre pays, même africain, était membre aujourd'hui, était en tout cas candidat pour être membre, en l'occurrence le Nigeria, qui cherchait, tout comme l'Afrique du Sud déjà membre, le Nigeria cherchait également à adhérer au G20 en tant qu'État. Et un autre point que vous avez soulevé tout à l'heure sur la question du climat, lors de la dernière rencontre au Kenya, la déclaration de Nairobi a quand même permis aux États africains de parler d'une seule voix à travers cette déclaration de Nairobi qui sera considérée comme une position commune aujourd'hui de l'Afrique par rapport à la COP 28 et les autres rencontres internationales sur le climat. Mais ce défi que vous avez soulevé, comment arriver aujourd'hui à relever ce défi pour parler d'une seule voix aujourd'hui et mieux porter la voix de l'Afrique au sein de cette organisation qui est le G20? Je pense qu'au fait, si je prends l'exemple du sommet sur le climat qui a eu à Nairobi, si on prend en compte toutes les questions liées à la gouvernance qui se passent au niveau de l'Union africaine, je pense que ces décisions-là doivent être amenées parce que ce sont des décisions qui font plus ou moins l'unanimité du continent africain. Maintenant, ces décisions qu'on doit amener autour de la table, et il faut, si je prends juste l'exemple du climat, c'est le G20, ces États-là, à eux seuls, ils font 80% donc, ils polluent à 80% donc, le continent. Ça veut dire qu'aussi, si on veut prendre en compte les énergies renouvelables, la question maintenant, il faut qu'on la pose sur la table et que la question soit défendue par les Africains. Parce que nous subissons la pollution. Nous subissons donc l'effet de la pollution, mais nous ne sommes pas les principaux pollueurs au monde. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de voir comment est-ce que maintenant ces États-là, qui sont les principaux pollueurs, puissent prendre en compte maintenant un plan de développement, aider un peu le continent africain. L'autre aspect, c'est sur la question de la gouvernance. Je pense que l'adhésion elle est importante dans la mesure où le G20 ils sont très regardants sur les questions de bonne gouvernance, sur les questions de corruption, etc. Maintenant, ça va permettre à nos États maintenant d'essayer de se conformer un peu donc, à cette politique du G20 pour un peu redresser un peu les choses à notre niveau. Maintenant, la principale chose c'est que parfois ça me fait, je dis, c'est pas un pays, c'est pas l'Union africaine, bon, c'est pas un pays africain qui est représenté, c'est quand j'entends les gens parler de l'Afrique, c'est un continent. C'est un continent. Avec sa diversité, c'est ça, effectivement, c'est un continent qui est représenté. Donc ça veut dire que le poids de l'Union africaine en termes de démographie, en termes de capacité, de richesse, ça poids aussi sur la balance. Parce qu'en fait, il ne faut pas regarder une seule voie, mais il faut regarder ce que représente cette voie-là. Je pense que peut-être sur le plan économique, on peut dire, mais sur le plan géostratégique, l'Afrique a vraiment son mot à dire. Sur le plan démographique, d'ici 2050, on dit qu'on sera le continent le plus peuplé au monde. Donc ça aussi, c'est avec le plus de jeunes également. Exactement, le plus de jeunes. Et Denis, cela ne date pas d'aujourd'hui. Cette candidature de l'Union africaine pour intégrer le G20, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans vos développements, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lors de ce sommet de New Delhi, le Premier ministre indien a également beaucoup porté le
plaidoyer. D'ailleurs, c'est même à l'ouverture, avant même le démarrage de ce sommet, que la décision a été officiellement annoncée afin que le président de l'Union africaine puisse venir regagner la table. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'est-ce qui explique qu'après autant d'années, ce soit au sommet de New Delhi, que ce soit finalement acté, l'UA, membre à part entière? Alors, bon, moi je pense qu'il y a beaucoup d'influences qui se sont passées, pour ne pas dire de lobby, et puis de lobbying. Les États-Unis aussi, hein, les États-Unis déjà en décembre prônaient pour cela. Pour que, lors du sommet États-Unis-Afrique, puisque l'Afrique puisse avoir son mot à dire. Ça, c'est un aspect. Mais je pense que aussi, ce qui a beaucoup influencé, c'est qu'aujourd'hui, regardez toutes les rencontres au niveau international, que ce soit sur le plan de rencontres des Nations Unies avec l'Assemblée générale des Nations Unies, que ce soit des rencontres sectorielles dans des domaines précis comme la lutte contre les armes nucléaires. Chaque fois qu'il y ait ces rencontres-là, on sent la pertinence de l'Afrique dans ses interventions, dans sa participation. Et donc, c'est comme si on devient incontournable. Et donc, on ne peut pas fermer les yeux par rapport à tout cela. Et donc, moi, je pense que ceci n'a été qu'une conséquence de tout ce processus de participation au niveau international, sans oublier, bien entendu, l'aspect diplomatique, puisque aussi, ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Au-delà des rencontres que nous voyons, il y a beaucoup de diplomatie, d'échanges, de réunions de groupe, de contacts, etc., qui se passent en dessous avant d'en arriver là. Donc pour moi, c'est un travail de longue haleine qui nous a conduit à cela. Mais vraiment, je pense que les États-Unis ont beaucoup joué. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de travail diplomatique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mené d'abord par le Premier ministre Modi, le Premier ministre de l'Inde. Les États-Unis ont beaucoup également soutenu cette candidature. L'Union européenne également était pour cette candidature de l'Afrique au G20. Mais est-ce que également, on a constaté que le dernier sommet des BRICS tenu en Afrique du Sud, la durée ou bien n'était pas, en tout cas, la date n'était pas en tout cas très éloignée de celle du G20, et avec une nouveauté, 2 nouveaux pays aujourd'hui, les BRICS qui passent de 5 à 11 également États à partir de janvier 2024. Parmi les 6 nouveaux, 2 pays africains et une influence grandissante aussi de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Est-ce que autant de faits également n'ont pas aussi contribué à accélérer les choses? Absolument, et j'ajouterais et de l'Inde. Et de l'Inde aussi, on ne le cite pas trop, mais l'Inde aussi fait partie. Et moi, je pense que les BRICS aussi constituent une certaine petite menace pour l'OTAN, autant pour l'ensemble de la communauté internationale, en se disant, voilà, cette question de bipolarisation, voilà, Russie, États-Unis, risque de disparaître s'il y a autre chose qui est mise en place. Et aujourd'hui, en Afrique, on court un danger, c'est ce que tout le monde dit. Oui, on n'a qu'à se débarrasser de la France, mais si la Russie vient ou la Chine arrive, ils vont aussi nous exploiter à leur manière, d'une autre façon. Et donc, ça veut dire tout simplement que pour nous, l'éveil de conscience, c'est de dire, pour nous, Africains, que ce soit la Russie, que ce soit même la France qui revient sous une autre forme de partenariat, ou n'importe quel pays occidental, c'est l'Afrique qui doit dire, voilà ce que j'ai moi, voilà ce que je donne, et voilà ce que j'attends de vous. Mais en termes de gagnant-gagnant. Mais ça aussi, on ne peut l'avoir qu'avec des leaders qui incarnent cet esprit de gagnant-gagnant, de partenariat. Écoutez, un leader qui est là parce qu'il se dit que j'ai le soutien de tel ou tel pays occidental, c'est eux qui garantissent, en tout cas, ma chaise de président de la République. Celui-là, on ne peut pas compter sur lui, justement. Et donc, cet élan de changement que nous voulons, rapport donnant-donnant, avoir un mot à dire au niveau du Conseil de sécurité, un mot à dire au niveau des G20, etc., va falloir aussi être accompagné par des changements où les leaders d'antan que nous connaissions depuis les indépendances, qui ont une certaine façon de faire, qui fait que souvent on nous dit que l'Union africaine, c'est une affaire de président, club de chefs d'État. Ça, pour que ça sorte de nos esprits et que l'esprit des peuples
soit devant. Il faut absolument un changement de paradigme en ce qui concerne les leaders. Le leadership doit changer. Le leadership doit être renouvelé pour que nous puissions avoir des jeunes panafricanistes imbus de valeurs en se disant que je ne suis pas là pour profiter du pouvoir, mais je suis là pour le service. Mais je suis là pour défendre mon continent. De plus en plus, ce qu'on note dans une partie, en tout cas, comme la région ouest africaine, de plus en plus, on note ce discours panafricain, ce discours souverainiste, pour la plupart porté aujourd'hui par des autorités militaires de transition et soutenu par une bonne partie des populations de ces pays-là. Et les pays de l'UA, l'Union africaine, regroupent près d'1,4 milliard d'habitants, comme la Chine ou l'Inde, et cumulent un PIB aujourd'hui qui atteint 2600 milliards d'euros, l'équivalent aujourd'hui du PIB de la France, ce qui placerait l'Union africaine au 8e rang des membres du G20. Si on devait classer l'Union africaine parmi les 20, ou bien les 20 plus l'Union africaine serait aujourd'hui au 8e rang. Et quel poids donc de l'instance continentale? Comment ce poids-là aujourd'hui, l'instance continentale pourrait le faire peser au niveau du G20? Oui, c'est vrai, mais à côté ici, il faut savoir que le G20, c'est 80% du PIB mondial. Le G20, c'est 75% du commerce international. Donc, ça veut dire que c'est une instance aussi sur le plan économique où les décisions se prennent. C'est vrai que l'Afrique a un poids. Mais en fait, on parle de souveraineté. Je pense qu'il l'a dit tout à l'heure, l'aspect leadership. C'est très important de le dire. Parce que, sur ce marché international, comment on pourrait faire peser ce poids, en fait? Comment on pourrait faire peser ce poid? C'est déjà, comme je le disais tantôt, dans ces instances de prise de décision, prendre des décisions qui concernent l'Afrique et pour les intérêts des Africains. Il y a pas mal de matières premières au monde dont les principaux producteurs exploiteurs, c'est des Africains. Maintenant, comment se fait-il qu'au niveau des essences, c'est eux qui fixent les prix pour l'exploitation de ces produits-là? Pourquoi les Africains ne peuvent pas dire désormais le pétrole africain? La Russie peut changer le cours du pétrole comme il veut. Ça veut dire que la Russie peut aujourd'hui décider que le baril du pétrole coûte tant et ça va coûter tant. Parce que c'est des exploitateurs de pétrole. Il suffit qu'ils rabaissent le prix, tout le monde va se plier à leur prix. Maintenant, pourquoi l'Afrique, en tant que continent qui a beaucoup de matières premières, ne peut pas exiger, ne peut pas imposer des prix de sorte à avoir une influence sur le cours de ces matières premières-là? Ça commence déjà par ça. Parler d'une seule voix, dire que tous les pays africains qui exploitent le pétrole, on va s'unir et parler d'une seule voix. Ça veut dire que ce n'est pas le pétrole du Nigeria, de la Libye, de je ne sais pas quoi, c'est le pétrole de l'Afrique. Ça veut dire que nous, Africains, désormais, on se plie sur telle décision sur le gaz, sur le pétrole, sur le phosphate et sur n'importe quel produit qui est exploité en Afrique. Déjà, ça permet d'avoir un poids. Parce que ce n'est pas le Nigeria qui va dire mon pétrole, ce n'est pas la Libye qui va dire mon pétrole, ce n'est pas le Sénégal, mais c'est l'Afrique qui va dire voici, en termes de pourcentage d'exploitation, nous exploitons, disons, 30 ou 40% du pétrole mondial. Mais est-ce que cela ne reviendrait pas aussi à essayer d'aller vers un changement de paradigme pour ce qui est du leadership des dirigeants africains, comme l'a soulevé tout à l'heure Denis Ndour? C'est ça qui est le plus important. Parfois, on parle de souveraineté. On est souverain, mais sur le plan économique, la souveraineté reste. C'est beau de voir ces discours de ces dirigeants africains-là, les putschistes, dire que voilà, on est... Mais si on voit aussi le discours qu'ils tiennent auprès de la Russie, qui est à l'opposé du discours qu'ils tiennent au niveau de la France, ça veut dire que cette souveraineté-là, économique sur le plan économique, peut-être sur le plan militaire, on peut dire on est... Mais sur le plan économique, ça reste. Maintenant, il va falloir qu'on ait des dirigeants qui osent dire non quand il faut dire non, en fait de faire avancer les choses. Mais tant qu'on sera là à penser aux intérêts des uns et des autres, crypto-personnels, je veux dire, parce qu'il a dit tout à l'heure, si je dois prendre une décision qui va à l'encontre de la décision que pourrait avoir la France, ça peut avoir des impacts sûrement sur le plan politique. Donc ça veut dire que je vais laisser mes frères africains et prendre une décision qui arrange la France. Tant qu'on ne réfléchira pas en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, je pense qu'on ne sera là au niveau du G20 qu'en tant que figurant, mais pas on ne posera pas sur la balance du commerce international. Et Denis, ce même continent africain connaît la croissance la plus rapide, dont la population est la plus jeune également, et qui dispose d'énormes potentialités, comme l'a rappelé tout à l'heure Latir, surtout pour ce qui est des ressources naturelles et autres ressources extractives. Et ce continent même contribue également dans ce qui est de la transition environnementale, la transition énergétique surtout, puisque c'est le continent qui pollue le moins, mais pourtant qui subit le plus les effets de cette pollution-là. Comment donc est-ce que le continent pourrait davantage influer sur
ces décisions-là sur le changement climatique. Nous subissons plus et pourtant nous polluons le moins. Et au niveau de cette instance-là, qui regroupe en tout cas les plus grands pays pollueurs, comment on pourrait davantage faire entendre les voix de l'Afrique ou bien une position commune de l'Afrique sur cette question-là? Je pense que c'est très important que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Sinon, voilà ce qui va revenir, diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, au moment où le G20 parle à l'Afrique, le G20 aussi est en train de parler à certains pays de façon sectorielle. Et ça nous phagocyte. Pourquoi? Parce que si le G20, pour des relations, en tout cas des intérêts en ce qui concerne l'environnement, par exemple, négocie quelque chose avec un pays, c'est ce pays-là qui doit dire qu'est-ce que l'Afrique a retenu d'abord en termes de représentants de l'Union africaine. Je mets d'abord ça sur la table avant de revenir par rapport à tes besoins. Ça, on va voir à l'activité puisqu'on n'est pas encore arrivé de ce point de vue. Mais dans le passé, c'est comme ça que ça se passait. Pourtant, on savait que ça, c'est notre intérêt, comme il a dit l'exemple du pétrole, mais vraiment pour d'autres matières premières. On sait que ça, c'est notre intérêt, mais non, puisque l'autre est venu négocier avec toi, tu as accepté ceci. Et d'ailleurs, sur certaines questions d'intérêt général, au niveau du G20, c'est comme ça qu'agissent aussi certains pays européens qui sont membres déjà à part entière du G20 et membres de l'Union européenne. Sur certaines questions d'intérêt général, ils y vont plutôt aux négociations avec une position communautaire, la position de l'UE. Tout à fait, c'est à nous, Africains, de comprendre cela. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais si le Nigeria dit qu'il va adhérer au G20. Moi, je suis pas contre. Pour moi, ça ne fait que, en tout cas, diversifier notre poids en termes de positionnement, en termes de droit de veto, parce qu'on a vu aussi, ce sont les mêmes pays qui se regroupent, que ce soit Conseil de sécurité, G20, G5, c'est les mêmes, l'Union européenne, c'est les mêmes qui se regroupent. Alors si nous, on n'a qu'une seule voix, et je pense que l'Afrique du Sud est en train quand même de jouer son rôle, il faut le reconnaître, étant membre du BRICS, vouloir être là au G20, et tout en étant... Maintenant, ce qui nous reste aussi en termes de solidarité, ça c'est très important. Aujourd'hui, on a beau parler de l'Union africaine, mais est-ce que nous sommes unis? Question que je me pose. Entre Africains, on va dans des panels, il y a la convivialité et tout, mais est-ce que nous sommes unis vraiment? Si nous sommes vraiment unis, ça veut dire qu'on doit dépasser l'esprit de « tu es un petit pays ». Moi, je suis un grand pays. Il y a des choses que je ne traite pas avec toi. Je ne peux pas partager avec toi telle ou telle chose. Aujourd'hui, l'Afrique, je dis, ne serait-ce que sur le plan militaire, on devrait être capable d'avoir, comme pour les Nations Unies, les casques bleus, les casques verts, je ne sais pas, de l'Afrique. La proposition à l'époque avait été faite par Kadhafi pour une armée africaine, pour une armée de 1 million de soldats, une armée africaine. Et au-delà de l'armée, mais aussi l'aspect communication, puisque qui détient la communication aussi peut quelque part manipuler parce qu'il a une certaine information de telle chose qui se décide. Proposition avait également été faite par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, pour la création aujourd'hui d'un organe, en tout cas d'un groupe panafricain de presse qui allait mieux porter les réalités du continent. Parce qu'on sait au niveau géostratégique aussi, la communication joue énormément. Regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, mais les médias, comment ils donnaient la position de l'Afrique, et chacun suivant ses intérêts. Et donc, moi, je pense que l'Afrique doit aussi décrypter cet aspect-là de solidarité entre nous pour que nous puissions, au-delà de parler d'une même voix, de vivre cette Union africaine-là. Que ce ne soit pas juste une institution qui est là sur le plan réglementaire, sur le plan juridique, mais en réalité, dans les faits, est-ce que nous sommes unis? Si nous sommes unis, cela veut dire que moi, pays puissant comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, je ne me gênerai pas
à être avec le Sénégal pour gérer le pétrole. Je ne me gênerai pas. Au-delà des textes, cette unité ou bien cette intégration des pays africains soit une réalité. L'intégration de l'Union africaine fait partie également de la volonté des pays du Sud, c'est-à-dire l'intégration comme membre du G20 fait également partie de cette volonté des pays du Sud de promouvoir ce qu'ils appellent le Sud global. Le concept Sud global fait référence à de nombreux pays du monde qui sont parfois décrits comme en développement ou bien moins développés. La plupart, sinon la totalité de ces pays aujourd'hui sont situés dans l'hémisphère sud, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Comment cela permet ainsi de faire aujourd'hui cette intégration? Comment est-ce que cela permet de faire davantage avancer ce rééquilibrage de la géopolitique mondiale en faisant avancer en même temps également ce qu'ils appellent le Sud global qui a été défendu lors du dernier sommet du G7. La position a été défendue lors également du dernier sommet des BRICS. L'Afrique du Sud l'a également rappelé. Même chose également lors du sommet du G20 où cette fois-ci le rappel de la nécessité de faire avancer ce Sud global, le rappel a été fait par le Premier ministre indien Modi. En fait, moi j'ai un problème avec ces concepts-là déjà. Tiers-monde, les pays du Sud, le Sud global, les pays en voie de développement. En fait, c'est des concepts qui sont là, qui ont été mis en place par l'Occident, la Banque mondiale, la FMI. Donc sur des critères qu'ils ont définis, et pas qu'ils ont définis par nous. Ça veut dire nous subissons. On dit que vous êtes du tiers-monde, pays les plus pauvres. Je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas pauvre. On est le continent le plus riche au monde. Peut-être on peut dire qu'on est sous-développé, mais on est très riche. Maintenant, c'est des concepts qu'eux qui créent et que nous nous adaptons. Nous les adoptons alors qu'on ne les a pas créés. Je pense que la première chose, le premier challenge, c'est vraiment si, par exemple, l'Union africaine aujourd'hui. J'ai été à l'Union africaine il y a quelques mois et c'était une réunion avec le département Affaires politiques, paix et sécurité et j'étais surpris quand il dit qu'on est financé à 98% par l'Union européenne. Je vous dis 98%. Je me suis dit, attends, est-ce possible? Maintenant, est-ce que vous pensez que cette instance-là va prendre une décision qui est à l'encontre de la décision de l'Union européenne au niveau du G20? Et le problème qui se pose, l'instance a été construite par la Chine. Ça aussi, c'est un problème. Je pense que il y a ce problème d'autonomie-là qui se pose déjà. D'où l'intérêt aujourd'hui de ces pays africains au sein de l'instance continentale de travailler davantage pour une certaine souveraineté aujourd'hui sur le plan financier pour ne plus autant dépendre du financement de ces pays étrangers, ce qui pourrait influer sur leur position et leurs décisions lors de rencontres du G20 ou d'autres organisations internationales. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette seconde et dernière partie de l'émission Le Débrief. Je rappelle que nous recevions M. Dr Latir Tine, chercheur en paix et sécurité. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Sow. Donc c'est toujours un plaisir d'être à la maison et de discuter sur les questions. Et plaisir toujours partagé également Latir. Et merci également à Denis Ndour qui est spécialiste également en droits humains, également professeur en sciences sociales. Toujours aussi un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci à vous Daouda et merci à Latir aussi. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.